Je m'appelle Hélène Moreau, je suis capitaine de corvette au sein du service de renseignement de la marine française, le DRM. J'ai passé ma vie à analyser les navires à l'horizon, les signaux radars et les messages codés. La première chose qu'on nous a apprise à l'académie, c'est que l'ennemi n'est pas toujours visible à l'horizon, il est parfois à l'intérieur du navire. À l'époque, je ne pouvais pas savoir que cette phrase résumerait ma vie, mon sang, ma famille. Des années plus tard. Ah, l'histoire que je vais vous raconter n'est pas celle de la chute d'une femme, mais celle de sa renaissance, telle de l'acier lavé par les eaux salées de l'océan. Si en m'écoutant, vous pensez que quelqu'un vous a fait du tort, a exploité votre travail, approchez-vous un peu, car cette histoire est pour vous. Tout a commencé ce mardi gris et pluvieux à Toulon, ou plutôt tout a pris fin ce jour-là. Mon mari Antoine, mon mari depuis 12 ans, l'homme que je connais depuis le lycée, celui que j'espérais voir m'attendre au port avec des fleurs à la main à chaque fois qu'il rentrait d'une mission. Mais pendant que je veillais sans dormir en haute mer pour la sécurité du pays, lui, dans notre chambre à coucher, nageait en haussure, avec d'autres sur les draps en satin que j'avais achetés. Quand j'ai appris sa trahison, je n'ai pas crié. Je n'ai pas cassé la vaisselle. J'ai fait ce que fait un officier du renseignement. J'ai rassemblé les preuves, je les ai posées devant lui et j'ai dit « c'est fini ». Antoine, en pleurant et en se lamentant devant moi, s'est réfugié derrière la défense classique et pitoyable des hommes. « Ce n'était qu'une erreur, Hélène. Tu n'étais jamais là, j'étais seule. » Mais pour moi, l'affaire était close. Le véritable choc, je l'ai vécu lorsque j'ai demandé le divorce, mais pas de la part d'Antoine, de la part de ma propre famille. C'était un dimanche midi. Nous étions chez mon père, à Lyon. Ma mère, avec son autorité habituelle, a posé sa fourchette en argent sur son assiette et m'a regardée. « Tu vas ravaler ta fierté, Hélène », m'a-t-elle dit. Sa voix était glaciale. Antoine est un homme bien. Il a un bon nom de famille, une famille aisée. C'est un homme, il fait ce qu'il faut. Ton rôle est de maintenir le foyer. De toute façon, tu pars pendant des mois sur ces maudits de bateau. C'est toi qui le laisses seul. Maintenant, tu vas divorcer et nous faire honte en tant que femme célibataire? Mon père. Il but silencieusement une gorgée de vin et approuva ma mère d'un signe de tête. Ta mère a raison, dit-il. Dans les familles traditionnelles comme la nôtre, le divorce n'est pas bien vu, surtout pour de telles raisons. Ne détruis pas ton foyer, ma fille. À cette table, parmi la porcelaine et les verres en cristal coûteux, je me sentais comme au milieu de l'océan, sans radeau de sauvetage. Ma famille, les personnes que je considérais comme mon sang, mon âme, voulaient que je bafoue mon honneur, simplement pour préserver les apparences et ne pas perturber l'ordre établi. Je voudrais m'arrêter ici un instant. Avez-vous déjà été abandonné par votre famille, celle en qui vous aviez le plus confiance, celle que vous considériez comme votre refuge au nom des règles sociales? Si votre réponse est oui, partagez avec moi dans les commentaires la douleur aiguë que vous avez ressentie dans votre cœur à ce moment-là, parce que je connais très bien cette douleur. Et croyez-moi, cette douleur deviendra un jour votre arme la plus puissante. Ce jour-là, je me suis levée de table et je n'ai plus jamais regardé en arrière. J'ai divorcé, j'ai rayé Antoine de ma vie. Mais ma famille, ils n'arrêtaient pas de m'appeler pour me dire « Tu fais une erreur, tu vas le regretter, tu vas te retrouver seule, veuve. » Et ils continuaient à exercer une pression psychologique sur moi. À leurs yeux, je n'étais pas une officière en uniforme, forte, mais une petite fille rebelle, confuse, qui avait besoin d'être protégée. Au milieu de ce chaos, j'ai reçu l'ordre que j'attendais de la marine. Opération Harmattan, une mission en haute mer, top secrète et de longue durée. Nous allions descendre dans l'océan Indien. La durée? Au moins 8 mois. Pour moi, c'était une échappatoire à la pression étouffante de ma famille, au souvenir d'Antoine, à l'atmosphère bourgeoise et moralisatrice de Lyon. Mais avant de partir, je devais régler quelques formalités administratives. Ma mission était classée à haut risque. En mer, nous serions en mode silencieux, sans aucune communication. Il fallait régler les factures, les virements bancaires, les taxes foncières. Juste à la sortie de Marseille, près de Cassis, il y avait ma maison avec vue sur la mer, que j'avais achetée avec l'argent que j'avais économisé pendant des années et que j'aimais tant. Ma mère et mon père ont agi comme s'ils me tendaient une branche d'olivier après leur divorce. « Hélène, m'a dit mon père d'une voix pleine de tendresse, nous sommes ta famille.
Même s'il y a des tensions entre nous, nous voulons ton bien. Ne laisse pas tes pensées rester ici alors que tu es au milieu de l'océan. Donne-nous une procuration générale. Nous nous occuperons de ta maison, de tes comptes bancaires, de tes factures. Tout sera en ordre à ton retour. Tu es notre fille, après tout. J'ai hésité. Au fond de moi, quelque part, une petite alarme s'est déclenchée. C'était peut-être mon instinct d'espion. Mais à ce moment-là, j'étais tellement fatiguée. Je me sentais tellement seule. J'avais juste besoin que quelqu'un me soutienne. Ils ont raison, me suis-je dit. Ce sont ma mère et mon père, ils peuvent se fâcher contre moi, mais ils ne me feront pas de mal. Quelle stupidité! On dit que la plus grande cécité d'un être humain est celle qu'il a envers ses proches. Je suis tombée dans cette cécité. Nous sommes allés chez le notaire. J'ai signé ses papiers, épais et décorés. Je leur ai donné le pouvoir de gérer tous mes biens en mon absence, c'est-à-dire le pouvoir d'être moi. Et je suis montée à bord du navire. 8 mois. Pendant 8 mois, je n'ai presque pas vu la terre ferme. Dans l'immensité bleue de l'océan, au milieu des montagnes de ferraille, je me suis concentrée uniquement sur mon travail. L'eau salée a lavé les larmes sur mon visage. Le bruit des vagues a couvert la voix accusatrice de ma mère. J'ai repris des forces. Je me suis rétablie. Antoine n'était plus qu'un lointain souvenir. Lorsque notre mission s'est terminée et que nous avons accosté au port de Toulon, j'ai ressenti une paix indescriptible. J'ai imaginé le moment où je me débarrasserai de la couche de sel sur mon uniforme et où je regarderai le coucher de soleil, un verre de vin à la main, sur la terrasse de ma maison à Cassis. Sur mon compte bancaire, je devais avoir accumulé une somme considérable grâce à cette mission difficile, à savoir mes indemnités de mission et mes salaires, soit environ. J'allais prendre un nouveau départ, sans dépendre de personne, en tant que femme libre. En descendant du bateau, j'ai allumé mon téléphone. Des centaines de notifications m'attendaient, mais pas un seul message de bienvenue de la part de ma famille. Peut-être qu'ils me font une surprise, me suis-je dit. Quelle naïveté! À Toulon, j'ai sauté dans ma voiture. Une chanson française joyeuse passait à la radio. L'odeur des champs de lavande au bord de la route emplissait mes narines. La vie est belle, me suis-je dit. Malgré tout, la vie est belle, Hélène. Je suis arrivée chez moi en fin d'après-midi. Le soleil teintait la Méditerranée d'une magnifique couleur orange. J'ai garé ma voiture dans l'allée du garage. J'ai pris ma valise. Je me suis dirigée vers le portail du jardin. L'herbe avait un peu poussé, mais la maison était toujours aussi magnifique. Mon refuge, mon havre de paix. J'ai sorti ma clé. Je l'ai insérée dans la serrure. Je l'ai tournée. Elle ne tournait pas. J'ai réessayé. J'ai forcé un peu. J'ai pensé qu'elle était peut-être rouillée. Mais non. La clé entrait dans la serrure mais ne tournait pas. Étrange, ai-je murmuré. C'est alors que j'ai remarqué la petite plaque en laiton au-dessus de la porte. Avant, elle portait l'inscription H. Moreau. Maintenant, elle avait été retirée. À sa place, une plaque plus brillante, plus récente, avait été installée. J'ai plissé les yeux. Mon cerveau avait du mal à comprendre ce que je lisais. La plaque ne portait pas mon nom de famille. Elle ne portait aucun autre nom. La porte s'ouvrit brusquement de l'intérieur. Devant moi se tenait un homme que je ne connaissais pas, vêtu d'une combinaison tachée de peinture. « Oui, madame, dit-il dans un français approximatif. Qui cherchiez-vous? Nous sommes en travaux, c'est un chantier ici. Qui êtes-vous? Demandai-je en m'efforçant de ne pas trembler. Cette maison est à moi, je suis Hélène Moreau. L'homme a grimacé et a laissé tomber le papier de verre qu'il tenait dans sa main. Hélène Moreau, l'ancienne propriétaire? Madame, cette maison a été vendue. Le transfert de propriété a eu lieu il y a 2 mois. Les nouveaux propriétaires emménageront la semaine prochaine. Nous ne faisons que changer la décoration intérieure. Vendue? J'ai senti mes genoux fléchir. Ma valise m'a glissé des mains et est tombée par terre. Le monde a tourné autour de moi pendant un instant. Qui l'a vendue? Ai-je murmuré. Je suis là, qui l'a vendue? L'homme a haussé les épaules. Je ne sais pas, madame. L'agent immobilier a dit que la vente avait été effectuée par procuration. Je pense qu'il s'agit d'une cession familiale, puis ils l'ont mise sur le marché, par procuration, au sein de la famille. À ce moment-là, j'ai eu un éclair de lucidité. Les paroles de ma mère résonnaient dans mes oreilles. « Tu es veuve, tu ne sais pas gérer ton argent.
Le sourire rassurant de mon père m'est revenu à l'esprit. Les signatures. Le notaire. Nous sommes ta famille, Hélène. J'ai rapidement sorti mon téléphone. Je suis entrée dans l'application de ma banque. Mes doigts tremblaient. J'ai saisi mon mot de passe. L'écran s'est allumé. J'ai regardé le solde, les économies de plusieurs années, les indemnités de 8 mois de mission difficile en haute mer, mes salaires, tout. Il n'y avait qu'un seul chiffre à l'écran. 0, et juste en dessous, un avertissement en lettres rouges. Votre compte est bloqué. Veuillez contacter votre agence. Là, devant la porte de ma propre maison, debout comme un étranger, j'ai compris que ce n'était pas seulement mon argent qui m'avait été volé, mais aussi mon passé et mon avenir. L'ennemi n'était pas à l'horizon. L'ennemi était à table lors de ce repas dominical, et je leur avais donné l'arme de mes propres mains. Mais à ce moment-là, je n'ai pas pleuré. J'avais été triste quand Antoine m'avait trompée, mais là, ce n'était pas de la tristesse. J'ai senti mon sang se retirer. La chaleur de mon cœur a laissé place à la froideur sombre et oppressante des profondeurs de l'océan. Le choc était passé. Il n'y avait plus qu'un silence glacial. C'était le début de la fin. Ils pensaient qu'Hélène s'effondrerait et rentrerait chez elle en pleurant. Mais ils avaient oublié une chose. J'étais officier de marine, et nous étions les mieux placés pour savoir comment naviguer dans la tempête. Cette nuit-là, je ne passais pas la nuit dans ma magnifique maison avec vue sur Cassis, mais dans un hôtel bon marché Formule 1 près de la zone industrielle de Toulon. Je portais toujours mon uniforme. Dans la pénombre de la chambre, je regardais mon reflet dans le miroir. Je n'avais pas les larmes aux yeux. Il n'y avait que de la haine pure et distillée. Ma famille, ils m'avaient tout pris au nom de ma protection. Mais ils avaient oublié une chose. Si vous acculez un officier du renseignement, il ne se rendra pas. Il élabore un plan d'opération. Cette nuit-là, je n'ai pas répondu à mes appels. Des dizaines d'appels sans réponse. De ma mère, de mon père, et même de la famille d'Antoine, dont j'avais divorcé. Ils pensaient probablement « Hélène est revenue, elle a vu la maison, elle va maintenant nous appeler en pleurant et nous lui donnerons de l'argent de poche en lui disant que c'était pour son bien. » Ils se trompaient. Aux premières lueurs du jour, je suis sortie du show mode silencieux, mais pas au niveau du téléphone, plutôt mentalement. Ma première tâche a été de faire un état des lieux. Comme je l'avais appris dans la marine, ne pas passer à l'attaque sans analyser le terrain. Je me suis d'abord rendue à la banque. Le directeur de la succursale a sursauté en me voyant en uniforme. « Madame Moreau », a-t-il dit en transpirant, « les mouvements sur vos comptes ont été effectués par procuration. Tout semble légal. Votre famille a vidé le compte principal en déclarant avoir transféré l'argent vers un fonds sûr. » « Quel fonds ?» ai-je demandé d'une voix si calme que l'homme s'est encore plus crispé. « Une société familiale dirigée par votre père, la Moreau Yaturum Holding. » J'ai souri, un sourire amer. Donc l'argent que j'avais gagné à la sueur de mon front avait été utilisé pour sauver la société fastueuse de mon père qui était en train de couler. Ce qu'ils appelaient « pour ton bien » était en fait pour couvrir leur propre faillite. En sortant de la banque, j'avais les documents en main. Je me suis ensuite rendue au cadastre, puis au centre des impôts. À chaque étape, le tableau devenait plus clair. Ils avaient non seulement pris mon argent liquide, mais aussi vendu ma maison et transféré l'argent à cette entreprise. Ils m'avaient mise à zéro. D'après les registres officiels, j'étais une veuve sans le sou et sans domicile. Mais ils n'avaient pas pris en compte une chose. Je n'avais pas de plan B, mais j'avais des personnes B. Dans l'après-midi, je suis entrée dans un bureau délabré mais plein de caractère, situé dans le vieux port de Marseille, peu fréquenté par les touristes. Sur la porte, il était écrit « Luc Vernier, avocat ». Luc était un avocat surnommé Pitbull, qui avait quitté l'université, détesté le système et portait des vestes en cuir plutôt que des costumes coûteux. Des années auparavant, je l'avais aidé à se sortir d'un gros pétrin. Il me devait la vie. Il m'a écouté. Il a regardé les relevés bancaires, l'exemplaire de PDW, la procuration et les titres de propriété que j'avais posés sur le bureau. Il a allumé une cigarette. « Hélène, a-t-il dit en soufflant la fumée, ce n'est pas un vol, c'est un assassinat. Ils t'ont tué socialement. Est-ce vraiment tes parents qui ont fait ça ?»« Oui, ai-je répondu. Et je ne veux pas seulement récupérer mon argent, Luc. Je veux que justice soit faite. Mais je ne parle pas de cette justice bienveillante dont on parle dans les salles d'audience. » Luc sourit.
À ce moment-là, j'ai compris que j'étais au bon endroit. Écoute, dit-il, légalement ils ont le dessus. Tu as donné cette procuration de ton plein gré. Ils diront: notre fille avait des problèmes psychologiques, elle aurait gaspillé l'argent, nous l'avons mise sous tutelle. Les juges ont tendance à croire les couples âgés qui donnent l'image d'une bonne famille. Si nous intentons un procès classique, cela prendra des années, et tu n'obtiendras finalement que 3 sous. Il me regarda dans les yeux. Mais si nous menons cette affaire non pas comme un procès, mais comme une opération de contre-espionnage, alors les choses changeront. Le plan était simple, mais risqué. Première règle, faire le mort. Ne les appelle pas, m'a dit Luc. Laisse-les croire que tu es mort, ou qu'ils pensent quand que tu es en dépression et hospitalisé dans une clinique. Le silence les rendra nerveux. Ils commenceront à faire des erreurs. Dans une situation de crise, votre premier réflexe peut être de réagir immédiatement, de crier, de clamer votre bon droit. Mais ne le faites pas. Faites comme Hélène. Le silence est la plus grande peur de l'autre partie. Car quand vous êtes silencieux, ils ne savent pas ce que vous pensez, ce que vous savez et ce que vous allez faire. Votre plus grande force est leur incertitude. Avez-vous déjà utilisé cette tactique? Si oui, écrivez les résultats dans les commentaires. Luc et moi nous sommes serrés la main. Il allait entamer la procédure judiciaire par la petite porte. Avant de saisir le tribunal, nous allions trouver les failles de l'ERS dans leur structure financière. L'entreprise de mon père, ai-je dit en partant, Moro Yaturum, elle était déficitaire depuis des années. Ils ont comblé ce déficit avec mon argent. Mais il se passe autre chose dans cette entreprise, Luc. Je le sens. Luc a cligné de l'œil. J'ai un détective financier, un ancien inspecteur des finances. Il va passer cette entreprise au crible. Toi, reste dans l'ombre. Ce soir-là, je n'ai pas appelé ma famille. À la place, par l'intermédiaire d'un ami agent immobilier à Toulon, j'ai loué un petit studio meublé à Lyon, à 2 rues du quartier chic où il vivait, un endroit qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Pourquoi? Parce que si vous voulez surveiller votre ennemi, il ne suffit pas de le regarder avec des jumelles. Vous devez être assez près pour entendre sa respiration. Le lendemain, je suis partie pour Lyon, j'ai vendu ma voiture et j'ai acheté une Renault Clio d'occasion, grise, qui ne se remarquait pas. Je me suis fait couper et teindre les cheveux. La puissante Hélène en uniforme avait disparu, remplacée par une femme ordinaire et invisible. En arrivant à Lyon, je suis passée devant la maison de mes parents. Les lumières étaient allumées. Ils étaient probablement en train de dîner. Ils buvaient le vin acheté avec mon argent et profitaient de l'argent provenant de la vente de ma maison. Profitez-en bien, ai-je murmuré en serrant le volant, car c'est votre dernier dîner tranquille. Je m'installai dans mon nouvel appartement. J'accrochai au mur les photos de ma famille, d'Antoine et des associés de mon père, comme si j'examinais une scène de crime. Je commençais à établir des liens entre eux à l'aide de fils rouges. Je n'étais plus une victime. Je n'étais plus la plaignante Hélène Moreau. J'étais la chef des opérations, et l'opération Némésie avait officiellement commencé. Mais c'est dans l'email que Luc m'a envoyé 3 jours plus tard que j'ai découvert la véritable bombe. Ce petit détail trouvé dans les registres de l'entreprise de mon père montrait que non seulement mon argent avait été volé, mais que l'affaire remontait jusqu'à l'État, voire à un crime international. L'enjeu avait changé. À Lyon, la pluie n'est pas du genre à laver l'âme, mais plutôt à faire ressortir la saleté, la sueur et les péchés cachés sur les pavés. C'est ce à quoi je pensais, assis dans cette Clio grise, au coin de la rue où se trouvait la maison de mon enfance. L'email envoyé par Luc brillait sur l'écran de ma tablette. Plus je le lisais, plus le nœud froid dans mon estomac se resserrait. Il n'y avait qu'un seul mot dans l'objet. Bingo! En ouvrant le fichier, j'ai découvert que la société de mon père, Moro Yaturum Holding, n'était pas seulement une entreprise en faillite, mais aussi une gigantesque machine à blanchir de l'argent sale. Mais le plus effrayant n'était pas cela. Le plus effrayant était l'identité du partenaire fantôme de la société. Au bas des documents, il y avait ma signature en tant que membre du conseil d'administration. Hélène Moreau, ma signature. Mais je ne l'avais pas apposée. Ma mère et mon père avaient utilisé cette maudite procuration pour me faire entrer dans la société, puis m'avaient fait endosser toutes les dettes fiscales, la responsabilité des fonds détournés et les transferts illégaux. Leur plan ne consistait donc pas seulement à me voler mon argent. Ils voulaient aussi préparer le bouc émissaire qui irait en prison lorsque la société ferait faillite. Un officier de marine, un soldat au casier vierge,
Qui aurait pu se douter de quoi que ce soit? Si j'allais voir la police maintenant pour dire « je n'ai rien fait », Lure montrerait la procuration signée de sa main et dirait « notre fille s'occupait de tout, nous ne sommes que des parents âgés et naïfs ». À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'un drame familial, mais d'une lutte pour la survie. Soit je les détruisais, soit je pourrissais dans une prison militaire. Je voudrais maintenant poser une question à ceux qui m'écoutent. Avez-vous déjà eu le sentiment que vos proches pouvaient sacrifier votre vie comme un pion d'échec? Avez-vous déjà vécu ce moment où vous avez découvert que la personne dont vous pensiez qu'elle ne vous ferait jamais ça était en réalité l'architecte de votre malheur? Si oui, décrivez en un mot ce que vous avez ressenti à ce moment-là dans les commentaires. Mon mot était réveil. Je les ai suivis dans ma voiture. Il était 19h30. La grande porte en fer de la maison s'est ouverte. La Mercedes noire de mon père est sortie. Il était au volant, avec ma mère à ses côtés. Ils étaient élégamment vêtus. Ma mère portait son célèbre manteau de fourrure. Elle arborait son masque de bienfaitrice de la société lyonnaise. Savez-vous où ils allaient? Au gala annuel de la Fondation d'aide aux enfants pauvres. La femme qui avait dépouillé sa propre fille allait boire du champagne sous prétexte d'aider les enfants des autres. Cette hypocrisie a tellement attisé la haine en moi que je n'avais plus peur. J'ai appelé Luc. J'ai vu les documents, lui ai-je dit. Ma voix était devenue mécanique. La situation est grave, Hélène, m'a répondu Luc. Ils t'ont utilisé comme paravent. Si le ministère des Finances effectue un contrôle, tu seras la première à être brûlée. Nous devons prouver que les signatures sont fausses. Comment? Ton père a un livre noir, m'a expliqué Luc. Les anciens ne font pas confiance au numérique. Ils notent à la main les comptes réels, les pots de vin, les sommes versées à telle ou telle personne pour acheter leur silence. Si tu trouves ce registre, nous trouverons la preuve de la fraude. Ce registre sera le clou de leur cercueil, le carnet. Je me suis souvenu du bureau de mon père. Les murs recouverts de chêne, le lourd fauteuil en cuir et l'énorme coffre-fort antique. Mon père ne laissait personne entrer dans cette pièce. Quand j'étais enfant, c'était une zone interdite pour moi. Le carnet est dans le coffre-fort, ai-je dit. Tu connais le code? Non, mais je peux trouver où il le cache. La fête allait durer au moins 4 heures. Il y avait peut-être des domestiques à la maison, mais le dimanche soir, ils avaient généralement congé. Je ne pouvais pas prendre de risques. Dans mon sac, j'ai pris une simple caméra thermique que nous utilisions pour les entraînements techniques de suivi dans la marine, ainsi qu'un jeu de crochet. J'ai enfilé une capuche noire. J'étais sur le point de m'introduire comme un voleur dans la maison où j'avais grandi. Le mur du jardin arrière, quand j'étais enfant, je m'échappais par là pour rejoindre mes amis. Aujourd'hui, je l'escaladais pour infiltrer le camp ennemi. Une fois dans le jardin, j'ai regardé les fenêtres de la maison. Il faisait noir. Seule la lumière de sécurité de l'entrée était allumée. J'ai balayé les fenêtres avec la caméra thermique. Il n'y avait aucune source de chaleur en mouvement à l'intérieur. Les domestiques étaient partis. La maison était vide. Je me suis dirigée vers la porte arrière de la cuisine. Il n'avait pas changé la serrure. Mon père est radin. Il a sûrement dit « ce n'est pas nécessaire ». Je n'avais pas la clé, mais il ne m'a fallu que 10 secondes pour crocheter la serrure. Clic, la porte s'est ouverte. En entrant dans la maison, cette odeur familière m'a frappée. Une odeur de lavande et de vieux vernis à bois. Autrefois, cet endroit était un foyer. Aujourd'hui, c'était une scène de crime. J'ai traversé le couloir à pas feutrés. Mon cœur battait à tout rompre, mais mes mains étaient fermes. J'ai traversé le salon et me suis dirigée vers le bureau de mon père. La porte était fermée à clé. Cette fois, j'ai sorti mon jeu de crochet. J'ai essuyé mon front, en sueur sur mon bras. 1, 2, 3, cliquez. La serrure a tourné. Je suis entrée dans la pièce. La lumière de la lampe de la rue qui filtrait par la fenêtre éclairait le bureau de mon père. Je me suis dirigée vers lui. J'ai fouillé dans les tiroirs. Ils étaient vides. Il n'y avait que des factures et des papiers sans importance. Mon regard s'est posé sur le tableau accroché au mur. C'était une peinture représentant un paysage du XIXe siècle. Je savais qu'il y avait un coffre-fort derrière. C'était très cliché, mais mon père aimait les clichés. J'ai déplacé le tableau. Oui, le coffre-fort en acier, c'était là. Un panneau numérique, un code à 6 chiffres. Réfléchis, Hélène, me suis-je dit. Réfléchis comme ton père. Quel code un homme narcissique, égoïste et obsessionnel choisirait-il? Ma date de naissance?
Non, il ne m'aimait pas autant. La date de leur anniversaire de mariage? Il n'aimait pas ma mère autant non plus. La date de création de l'entreprise? Trop facile. Puis un souvenir m'est revenu. Il y a des années, je me suis souvenu que mon père ne cessait de parler de la date du gros contrat qui lui avait permis de gagner son premier million. Ce jour-là avait été un tournant pour lui. J'ai cherché la date dans ma mémoire. Le 14 juillet 1948, le jour de la prise de la Bastille. J'ai tapé les chiffres avec mon doigt tremblant. 1, 4, 0, 7, 9, 8. Le voyant rouge s'est allumé. Faux. Merde, ai-je murmuré. J'avais encore un deuxième essai. Ensuite, le système risquait de se bloquer. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai examiné la pièce. Une photo encadrée posée sur son bureau a attiré mon attention. Ce n'était pas une photo de moi, de ma mère ou d'Antoine. C'était une photo de mon père serrant la main du président français. Le moment dont il était le plus fier dans sa vie. La date était inscrite sur la plaque en laiton sous la photo. 05 au 05 2010. J'ai composé le numéro. 0505 en 1 zo, bip, clic. Le voyant vert s'alluma. Le couvercle du coffre s'ouvrit lentement. À l'intérieur, des liasses de billets, le collier en diamant que ma mère disait perdu, et, tout en bas, un cahier usé recouvert de cuir noir. J'ai tendu la main et pris le cahier, je l'ai ouvert. Et à cet instant, j'ai senti l'odeur de la victoire. Le carnet était rempli d'écritures manuscrites. Des dates, des noms, des montants de pots de vin, et surtout des notes écrites à côté, transférées du compte d'Hélène, effacées. « Je t'ai eu, papa », ai-je murmuré. À ce moment-là, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et l'alarme retentir. La soirée ne pouvait pas être terminée si tôt. Ce n'étaient pas eux qui arrivaient, les pas étaient lourds. Et ils étaient plusieurs. Des voix d'hommes. « Fouillez la maison, la femme doit être ici. L'avocat Luc Vernier a vendu la mèche. » Mon sang se glaça. Luc? Luc les avait-il appelés et m'avait-il trahi? Ou avait-il suivi Luc et compris que j'étais venue ici? J'étais coincée dans le bureau, avec le carnet qui allait me sauver la vie dans les mains. J'étais pris au piège. Il n'y avait aucune issue. Ou peut-être que si... Mon regard se posa sur le lourd cendrier en cristal qui se trouvait sur le bureau de mon père. Dans le bureau de mon père, accroupi derrière la porte, le lourd cendrier en cristal dans les mains, je retins mon souffle. La première règle tactique qu'on nous enseigne dans la marine est la suivante. Ne pas entrer dans le couloir de la mort. Le seuil de la porte est le point le plus vulnérable pour la personne qui entre dans une pièce et le plus avantageux pour celle qui s'y trouve. J'aurai quelques secondes d'avance, le temps que les yeux des personnes entrant dans la pièce s'habituent à l'obscurité. Les mots « Luc Vernier a parlé » résonnaient dès dans mon esprit. Était-ce une tactique de guerre psychologique? Ou mon seul allié m'avait-il vraiment trahi? Je n'avais pas le temps de réfléchir à la réponse à cette question. Pour l'instant, il s'agissait simplement de survivre. La porte s'ouvrit d'un coup de pied violent. La lumière du couloir pénétra dans la pièce et deux longues ombres se projetèrent sur le parquet. L'un d'eux dit « La pièce semble vide, il a peut-être fui par la fenêtre. » « Massa mec en merde, madame McFigo. » L'autre s'écria. « Le coffre-fort est ouvert. Merde, il a pris le registre. » Et se précipita vers le mur où se trouvait le coffre-fort. C'est à ce moment-là que j'ai surgi de l'obscurité derrière la porte, alors que le premier était entré complètement et que le second courait vers le coffre-fort. J'ai abattu de toutes mes forces le cendrier pannant, cristal que je tenais dans ma main, non pas sur la tête de l'homme qui attendait à la porte. Je n'aurais pas pu être aussi violent, mais sur le nerf sensible situé sur le côté de son genou. Un gémissement étouffé s'échappa de la bouche de l'homme et il s'effondra sur place. L'autre se retourna rapidement. Il porta la main à sa ceinture. Il avait une arme, mais j'étais déjà en mouvement. J'ai sauté par-dessus l'homme à terre, j'ai couru dans le couloir et je me suis précipitée dans l'obscurité, menant à la porte arrière de la cuisine. « Arrête! Ne tire pas, on en a besoin vivant !» a crié celui qui était derrière. Cette phrase m'a sauvé la vie. S'il avait donné l'ordre de tirer, mon histoire se serait terminée là, avec une balle dans le dos. Il me voulait de vivant parce que j'avais le carnet. Me tuer sans le carnet ne leur aurait causé que plus d'ennui. Lorsque je suis sortie dans le jardin pluvieux, l'air froid qui m'a envahi les poumons m'a fait un bien fou. Je ne me souviens pas comment j'ai escaladé le mur ni comment j'ai rejoint ma Clio grise. L'adrénaline crée d'étranges trous dans la mémoire. J'ai démarré la voiture, j'ai roulé jusqu'au bout de la rue sans allumer les phares, puis j'ai appuyé à fond sur l'accélérateur lorsque j'ai rejoint la route principale.
J'ai regardé dans le rétroviseur. Personne ne me suivait, mais le véritable suivi se trouvait dans mon esprit. Luc a parlé. Cette phrase me rongeait le cerveau. Luc était un vieil ami, mais tout le monde a un prix, n'est-ce pas? Ou un point faible. Peut-être l'avait-il menacé. Peut-être l'avait-il fait chanter. Si Luc m'avait trahi, retourner dans le studio où je me cachais aurait été suicidaire. Je me suis dirigée vers la périphérie de Lyon, vers les parkings de camions de la zone industrielle, un endroit bondé, bruyant et anonyme. J'ai garé la voiture dans un coin sombre, j'ai coupé le moteur, j'ai regardé le carnet en cuir noir que je tenais dans ma main. J'avais risqué ma vie pour ce carnet, mais que contenait-il? J'ai allumé la lampe du plafond et j'ai commencé à tourner les pages du carnet. Les premières pages contenaient de simples registres de pots de vin datant des années Quadis, des cadeaux offerts aux membres du conseil municipal, des dons versés pour obtenir des permis de construire, de la corruption classique. Mais au fil des pages, à mesure que nous approchions des années 2010, les chiffres augmentaient et les noms changeaient. Et puis, j'ai vu cette page. Date, il y a 8 mois, c'est-à-dire la semaine où je suis partie en mission. Note, liquidation des biens transférés à Hélène. Total, 1,2 million d'euros. Acheteur, le fonds, le fantôme. Et juste en dessous, une note encore plus effrayante. Premier versement versé au procureur monsieur pour qu'il classe l'enquête. 50 000 euros. Mon sang s'est glacé. Ma famille ne s'était pas contentée de me dépouiller. Elle avait également acheté la justice. Le procureur ce nom était l'un des procureurs les plus puissants et les plus intouchables de Lyon. Si j'étais allée voir la police, mon dossier aurait atterri directement sur le bureau de cet homme. Et il l'aurait probablement déchiré et jeté à la poubelle. Le système était complètement corrompu. Et moi, j'essayais de mettre des bâtons dans les roues tout seul. J'ai pris mon téléphone. Devais-je appeler Luc pour lui demander des comptes? Non. Règle des services secrets. Ne pas communiquer par un canal suspect. Je devais tester Luc. Je lui ai envoyé un message, mais pas par une ligne normale via une application cryptée. Et je lui ai donné une fausse information. Je n'ai pas pu récupérer le carnet. Le coffre était vide. Je suis blessée, je me cache dans l'entrepôt du Vieux-Port. Si Luc était un traître, ces types se seraient rendus au Vieux-Port dans la demi-heure. Si Luc était loyal, il aurait paniqué et m'aurait répondu « Qu'est-ce que tu racontes? Ça va ?» J'ai envoyé le message et j'ai commencé à attendre. 5 minutes, 10 minutes. Mon téléphone a sonné. C'était Luc. Je n'ai pas répondu. J'ai reçu un message. « Hélène, ne bouge pas de là. J'arrive. J'ai une trousse de premier secours avec moi. » Cette réponse m'a transpercé le cœur comme un couteau. C'est ce qu'un ami normal aurait dit. Mais c'est aussi ce qu'un traître aurait dit. Il aurait pu dire « J'arrive » pour me coincer dans cet entrepôt. J'ai démarré la voiture. Je me suis rendue à l'ancien port, mais je ne suis pas entrée dans l'entrepôt. Je me suis garée sur une colline en face, d'où je pouvais voir toute la zone. J'ai sorti mes jumelles et j'ai attendu. 20 minutes plus tard, la vieille moto de Luc est apparue. Il était seul. Il est descendu de sa moto et a regardé autour de lui avec inquiétude. Il avait vraiment une trousse de premier secours à la main. Il a couru vers l'entrepôt. Je pouvais l'entendre crier. « Hélène !» Sa voix tremblait. 5 minutes ont passé. Personne d'autre n'est venu. Il n'y avait pas de voiture noire. Il n'y avait pas d'hommes armés. Luc est sorti, s'est emparé de son téléphone et m'a appelé, désespéré. À ce moment-là, j'ai compris. Ces hommes avaient menti. En disant « Luc a parlé », ils voulaient me faire paniquer et commettre une erreur, peut-être me faire douter de Luc et me laisser sans défense. Cela montrait à quel point ils étaient professionnels. Ils menaient non seulement une guerre physique, mais aussi une guerre psychologique. Dans les moments de crise, votre pire ennemi, c'est la première information que vous recevez. Une fausse information est comme un virus qui s'introduit dans votre esprit lorsque vous paniquez. Avez-vous eu l'occasion, comme Hélène, de vérifier cette information? Ou avez-vous déjà pris de mauvaises décisions à cause d'un mensonge? Partagez dans les commentaires un moment où vous vous êtes dit « Si j'avais pris le temps de réfléchir, tout aurait été différent. Je ne suis pas descendue voir Luc. Je ne pouvais pas le mettre en danger. Il pouvait le suivre. Je lui ai envoyé un autre message. Tu es clean. Je suis désolée. Je devais vérifier. J'ai le carnet. Et les noms qu'il contient sont bien plus importants que nous le pensions. Nous ne pouvons plus rester à Lyon. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma voiture. Au matin, je savais ce que j'allais faire du carnet. La voie judiciaire était fermée.
Le procureur avait été acheté. La voie policière était fermée. Il ne restait qu'une seule voie, le chaos. J'allais faire exploser le système qu'ils avaient mis en place de l'intérieur. J'allais monter les associés de mon père, dont les noms figuraient dans le carnet, les uns contre les autres. Le fond fantôme, le procureur et les autres. Ils se taisaient tous parce qu'ils connaissaient les secrets les uns des autres. Mais que se passerait-il si ces secrets tombaient, par erreur, dans la boîte aux lettres de quelqu'un? Dès les premières lueurs du jour, je suis entrée dans un cybercafé à Lyon. J'ai bien rabattu ma casquette sur mes yeux. J'ai pris des photos des pages les plus importantes de mon carnet. Et pour lancer la première bombe, j'ai créé un compte email anonyme. Destinataire, Inspection générale des impôts de Lyon. Objet, flux financier entre Moreau Investissement et le procureur. Lorsque j'ai appuyé sur le bouton Envoyer, j'ai senti au bout de mes doigts la chute d'un empire. Ce n'était que le début. Le ordre que mon père aimait tant était sur le point de s'effondrer. À Lyon, les matins commencent généralement dans le calme, mais ce mardi matin-là, devant le siège de Moreau Yaturum Holding, c'était un véritable concert symphonique. J'étais assis à une table près de la fenêtre du petit café, juste en face de l'entreprise. Devant moi, une tasse de café chaud, des lunettes de soleil sur le nez et, dans les oreilles, l'écoute environnementale que j'avais enregistrée grâce à un logiciel espion installé dans le bureau de mon père quelques mois plus tôt sous prétexte de désinsectisation. À 9h15, H15, 3 berlines noires se sont garées devant l'entrée du bâtiment. 6 personnes en costume, des mallettes à la main, en sont descendues. L'équipe d'inspection spéciale du ministère des Finances. Et le rideau tombe, me suis-je dit. J'ai entendu la voix de mon père dans mon oreillette. Il criait, après sa secrétaire. « Ne les laissez pas entrer. Ont-ils rendez-vous? Appelez le procureur, Meuge. Connectez-le immédiatement. » Mais les agents de sécurité à la porte ont dû se retirer lorsqu'ils ont vu leur badge du ministère. Lorsque les inspecteurs sont montés dans l'ascenseur, la voix de mon père s'est mise à trembler. « Bon sang! Détruisez les documents! Jetez ces disques durs par la fenêtre s'il le faut. » C'était trop tard, papa, parce que j'avais déjà fait une copie de ces disques durs. Et même si tu les avais jetés par la fenêtre, les documents que j'avais envoyés par email indiquaient exactement où les inspecteurs devaient chercher. Coffre-fort secret, 3e étagère, relevé de compte offshore, dossier bleu. Lorsque les inspecteurs sont entrés dans le bureau, écouter ce chaos en direct était la plus belle musique que j'avais jamais entendue. La voix autoritaire de mon père, qui disait « Je suis intouchable !» avait disparu, remplacée par l'écouinement de Hérat acculé dans un coin. « C'est un malentendu. Je suis membre honoraire de la Chambre de commerce de Lyon. Vous ne pouvez pas me mettre sous pression comme ça. » La voix du chef inspecteur était glaciale. « Monsieur Moreau, nous avons des preuves solides contre vous pour blanchiment d'argent, évasion fiscale et corruption d'un fonctionnaire. Nous saisissons vos ordinateurs. » À ce moment-là, mon téléphone vibra. Un message de Luc. « Le procureur, monsieur, est hors jeu. Le ministère est intervenu directement. Il ne peut pas classer l'affaire. Il pourrait même sacrifier ton père pour sauver sa peau. » Ah, c'était ça, l'effet domino. Quand on renversait une pièce, les autres devaient forcément tomber. Le procureur, monsieur, allait sacrifier mon père pour sauver sa carrière. Mon père allait vendre ses associés pour se sauver. La loyauté? Dans le monde du crime, la loyauté dure jusqu'à ce que la police frappe à la porte. Mais mon travail n'était pas encore terminé. Pendant que la société de mon père était perquisitionnée, ma mère était probablement à la maison, en train de choisir la robe qu'elle porterait au bal de bienfaisance du soir. Elle aussi devait souffrir, et ce, là où ça fait le plus mal, dans sa réputation. Parmi les photos que j'ai tirées du registre, il y avait aussi les relevés de dépenses de la Fondation d'aide aux enfants pauvres, présidée par ma mère. Les 50 000 € qui figuraient sur le papier comme « rénovation d'un orphelinat » avaient en fait été versés à la clinique esthétique de ma mère à Paris. Les 20 000 € qui figuraient comme « aide pour l'achat de vêtements d'hiver » avaient été dépensés pour l'achat de manteaux de fourrure à Milan. J'ai rédigé un 2e email. Cette fois-ci, les destinataires n'étaient pas des institutions publiques, mais la presse locale et les blogs People de Lyon. Objet? Des démons au visage d'ange, les dépenses réelles de la Fondation Moreau. J'ai joint les factures et les relevés bancaires. Et à côté de la facture de cette opération esthétique, j'ai joint
Une photo de ma mère, dont elle se vantait de la beauté naturelle. Envoyé. Parfois, la vie vous traite injustement et vous avez envie de riposter immédiatement. Mais la vengeance la plus douce n'est pas celle qui est précipitée, mais celle qui est savourée à froid. Je ne peux décrire la paix que je ressens en ce moment, assis dans ce café, en sirotant mon café. Avez-vous déjà regardé de loin quelqu'un qui vous a fait du mal tomber dans le piège qu'il avait lui-même tendu? Comment décririez-vous ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Paix ou victoire? Rendez-vous dans les commentaires. Dans l'après-midi, Lyon était en ébullition. Les chaînes locales diffusaient le scandale de la Fondation en tant que dernière minute. La vie mondaine, que ma mère aimait tant, lui avait soudainement tourné le dos. J'ai entendu les cris de ma mère dans l'écoute téléphonique. « Tu m'as humilié, Jacques. C'est de ta faute. Tu as utilisé l'argent de la Fondation pour combler les pertes de ta maudite entreprise. » Mon père criait. « Tais-toi, le fisc me colle au basque. Et toi, tu te soucies de tes fourrures. » Ils se disputaient violemment. Cette image de famille parfaite s'effondrait comme une peinture à l'huile sur laquelle on aurait versé du white spirit. Les cris provenant de la maison ont cessé lorsque la police est arrivée. Cette fois-ci, ce n'étaient pas des inspecteurs des finances, mais des policiers judiciaires. Ils venaient chercher ma mère pour l'interroger au sujet de la corruption au sein de la Fondation. Au coucher du soleil, je me suis levée du café. J'ai payé l'addition. J'ai laissé un gros pourboire au serveur. « Bonne journée, madame », m'a-t-il dit. « Vous avez l'air très joyeuse. »« Oui », ai-je répondu en souriant. « Aujourd'hui, justice a été rendue. Comment ne pas être joyeuse ?» En me dirigeant vers ma voiture, j'ai ressenti un étrange vide en moi. La vengeance était douce, certes, mais je n'avais toujours pas récupéré mon argent. Et je n'avais toujours pas touché au fond, le fantôme, le plus important de ce carnet. Mon père et ma mère n'étaient que des pions. L'argent se trouvait dans le compte de ce fonds fantôme. Mais un seulement de 2 millions d'euros s'y trouvait. Je suis montée dans la voiture. J'ai allumé ma tablette. J'essayais de suivre le numéro de compte de ce fonds dans le carnet grâce à un lien sur le dark web. Et j'ai vu une activité sur l'écran. Des retraits avaient commencé à être effectués sur le compte du fonds. Panique. Le raid chez mon père avait effrayé le fantôme. Il transférait de l'argent vers les îles Caïmans sur un compte intraçable. Si ce transfert était effectué, je ne pourrais jamais récupérer mon argent. Je me moquais que mon père aille en prison. Je voulais mon avenir, ma liberté. Je devais intervenir. Mais comment? Pour bloquer un virement bancaire, il fallait être banquier ou un hacker capable de verrouiller le système. Dans la marine, il y avait un ancien sergent qui travaillait dans l'unité de cybersécurité et qui avait été renvoyé pour défaillance. Son nom de code, Glitch. Si quelqu'un dans le monde était capable d'intercepter et de bloquer ce transfert, c'était bien Glitch. Mais Glitch ne travaillait pas pour de l'argent. Il travaillait pour le chaos. Et le chaos que j'allais lui offrir était trop grand pour qu'il puisse le refuser. Alors que je m'apprêtais à envoyer un message à Glitch, j'ai aperçu un reflet dans le rétroviseur de ma voiture. Au bout de la rue, un SUV noir était dégaré, le moteur en marche. Il n'avait pas de plaque d'immatriculation. Ses vitres étaient complètement teintées. Ce n'était pas la police. Ce n'était pas le fisc. C'étaient les hommes du fantôme. La chute de mon père avait réveillé le géant endormi, et le géant n'était pas venu s'occuper des pions, mais directement du roi. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Le jeu n'était plus seulement un jeu d'intelligence, c'était désormais une course-poursuite. Le SUV noir dans mon rétroviseur n'approchait pas comme une ombre, mais comme un requin. Dans les rues étroites de Lyon, je poussais ma Clio grise à ses limites. Ils étaient puissants, mais je connaissais la ville. Et surtout, je n'avais pas peur. L'adrénaline coulait dans mes veines comme un carburant. Les hommes du fantôme pensaient pouvoir m'effrayer et me faire rouler sur le côté. Mais ils avaient oublié une chose. J'avais suivi une formation à la conduite évasive dans la marine. Lorsque j'ai atteint les berges de la Saône, j'ai effectué un freinage brusque et me suis retrouvée sur la voie opposée. Sous les klaxons des voitures venant en sens inverse, le SUV noir a dû ralentir pour éviter de heurter les barrières. Ces 3 secondes d'écart m'ont donné un avantage décisif. Je me suis engouffrée sous les ponts de la zone industrielle et semé mes poursuivants. Mais ce n'était qu'une fuite physique. Le véritable combat se déroulait dans le monde numérique, pour 1,2 million d'euros qui fondaient à vue d'œil. J'ai garé la voiture dans un endroit sûr et discret. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, de colère. J'ai allumé ma tablette. La barre de transfert avait atteint 45%.
Mon argent s'écoulait vers ce trou noir des îles Caïmans. Si cette barre l'atteignait 100%, même le meilleur avocat du monde ne pourrait pas récupérer cet argent. Glitch, ai-je écrit sur la ligne cryptée. Code rouge, Lyon, 3e arrondissement. J'ai besoin de toi. Maintenant. Je n'ai pas reçu de réponse. Glitch, de son vrai nom Simon, vivait dans la clandestinité depuis qu'il avait été renvoyé de la marine. Il n'aimait pas les règles, il n'aimait pas l'autorité, mais il n'aimait pas non plus l'argent. Il aimait l'impossible. J'ai ajouté un complément au message. Cible, le fond, le fantôme. Île Caïman, cryptage 266 bits réputé inviolable. Et tu as affaire à des hackers russes. C'était le plus savoureux des os à jeter à un hacker. 10 secondes plus tard, des coordonnées apparurent sur mon écran. Le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon, avec ses usines de soieries abandonnées. Et en dessous, une petite note. Apporter du café. Fort. Une fois arrivée, je suis descendue au sous-sol du bâtiment en ruine. L'intérieur de cet endroit qui ressemblait à une épave de l'extérieur ressemblait à une base spatiale. Des câbles, le vrombissement des ventilateurs de refroidissement et des écrans mur à mur. Et au milieu, assis dans son fauteuil roulant, les cheveux en bataille, le génie aux cheveux ébouriffés qui avait construit une tour avec des canettes de boissons énergisantes. Glitch. Bienvenue, Major, a-t-il dit sans se retourner. Il regardait les codes défiler à l'écran. Oh, vous avez de gros problèmes. Le pare-feu derrière ce fond est encore plus épais que ceux que j'ai vus au Pentagone. Pouvez-vous bloquer l'argent? Ai-je demandé en posant le café que j'avais apporté sur la table. Le bloquer? Glitch a ri. Si je l'arrête, ils verrouilleront le système et transféreront l'argent vers un autre canal. Nous ne devons pas s'arrêter que l'argent. Nous devons le détourner. Il s'est tourné vers moi. Ses yeux brillaient. Nous allons voler le voleur, Hélène. Pendant qu'ils penseront transférer l'argent au Caïman, nous installerons une station fantôme. L'argent y sera transféré virtuellement, mais en réalité, il sera déposé dans un pool sécurisé que nous aurons déterminé. Ciné, quel pool? Un endroit que tu auras choisi, mais il ne doit pas être traçable. Un seul endroit me vint à l'esprit. Ce compte passif que j'avais ouvert à Malte il y a des années lors d'une mission et dont personne n'avait connaissance. Dans la vie, on se heurte parfois à des obstacles qu'on ne peut pas surmonter seul. À ce moment-là, il faut mettre son ego de côté et demander de l'aide à des personnes bizarres ou risquées qui ne correspondent peut-être pas du tout à notre style. Hélène est une soldate disciplinée. Glitch est un hacker sans règles. Mais cette opposition fait d'eux une équipe parfaite. Y a-t-il dans votre vie un partenaire dont vous dites « Nous sommes très différents, mais nous faisons un travail formidable » ? Si oui, identifiez-le ou laissez votre histoire dans les commentaires. Commence, ai-je dit. Et la pièce s'est remplie du bruit des touches du clavier, semblable à celui d'une mitrailleuse. Une barre rouge et une barre verte s'affrontaient à l'écran. 60 pronts. Ensemble. Ils m'ont repéré, a soudainement dit Glitch à Hélène. Des gouttes de sueur perlaient sur son front. Il n'y a pas de bot de l'autre côté. Il y a un vrai humain. Et il est très rapide. Qui? Je ne sais pas, mais je vois la signature du code, l'alphabet cyrillique, les Russes. Le fond fantôme travaille avec la mafia russe, Hélène. Sur qui as-tu marché? La mafia russe. Mon père était passé de la petite corruption à Lyon au blanchiment d'argent pour des organisations criminelles internationales. Et il m'avait entraîné dans cette galère. Il essaye de me bloquer, cria Glitch. Il ferme les ports. Hélène, tu dois m'aider depuis ta tablette. Envoie un faux signal à ces adresses IP. Il faut détourner leur attention. En tant qu'officier, j'avais l'habitude de donner des ordres, mais j'étais désormais sous les ordres de Glitch. Je pris la tablette. J'ai saisi les commandes qu'il m'indiquait. Nous étions au milieu d'un conflit numérique. Il n'y avait pas de balles, mais si je perdais, ma vie serait finie. 90%. Allez, 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 criait Glitch. 95%. L'autre camp accéléra le transfert. Ça se ferme, dit Glitch. Dernier coup, je vais utiliser le kill switch, mais cela va faire planter tout le système. L'entreprise de ton père, les fonds, tout sera effacé. Les preuves pourraient aussi disparaître. On peut récupérer l'argent? Oui, mais les preuves numériques et qui pourraient envoyer ton père en prison disparaîtront. Oh, j'ai hésité un instant. La vengeance? La liberté? Devais-je protéger les preuves qui mèneraient mon père en prison ou sauver mon propre avenir?
J'ai pensé aux hommes dans le SUV noir. Si je me retrouvais sans le sou, ils pourraient facilement me retrouver et me tuer. Mais si j'avais de l'argent, j'aurais du pouvoir. Prends l'argent, Glitch, dis-je d'une voix froide. Je me fiche des preuves. Je vais acheter ma propre justice. Glitch a appuyé si fort sur la touche Entrée que le son a résonné dans la pièce. Il y a eu un moment de silence à l'écran. Puis tout était devenu noir. Le système s'est effondré. Quelques secondes plus tard, une notification retentit sur ma tablette. Banque de Malte. Virement sur votre compte. Mine 240 000 €. Opération réussie. Je pris une profonde inspiration. C'était comme si un poids énorme venait de m'être enlevé des épaules. Glitch s'effondra sur sa chaise. On a réussi, dit-il, à bout de souffle. On les a aveuglés. Mais notre célébration a été de courte durée. Sur l'écran principal de Glitch, un message vert est apparu sur fond noir. Ce n'était pas une erreur système, c'était un message. De l'autre côté, du hacker russe. Tu as pris l'argent, mais tu as aussi révélé ta position. Commence à courir, Hélène. Glitch m'a regardé, son visage était livide. Hélène, ton compte à Malte était sécurisé. Mais dès que l'argent y a été déposé, ils ont triangulé ta position. Notre adresse IP. Ici. Des crissements de frein se sont fait entendre à l'extérieur. Des SUV noirs. Pas seulement 1, 2, 3. Il faut qu'on s'enfuit, dit Glitch en remplissant son sac de disques durs. Tout de suite. J'avais récupéré mon argent. Mais maintenant, je n'avais plus seulement des voyous locaux à mes trousses, mais aussi un commando international. Et nous étions coincés dans ce bâtiment en ruine. La sortie arrière cria Glitch, son ordinateur portable sur les genoux, abandonnant son fauteuil roulant, essayant d'avancer en boitant avec ses béquilles. Le sous-sol de l'ancienne usine de soie n'était plus un refuge sûr, mais un piège mortel. La porte d'entrée principale était en train d'être enfoncée à coups de bélier par les Russes descendus des SUV noirs. Le bruit du métal contre le métal rivalisait avec les battements de mon cœur. « Simon, dis-je, je ne l'appelais plus Glitch car j'avais devant moi un enfant effrayé. Écoute-moi, ne panique pas. Peux-tu contrôler l'électricité de ce bâtiment? Oui, mais le réseau est très vieux. Fais tout sauter, dis-je. Surcharge le réseau. Fais sauter les transformateurs. Nous avons besoin d'obscurité. Glitch toucha la tablette de ses doigts tremblants. Une seconde plus tard, l'ancien transformateur situé au sommet du bâtiment explosa dans un bruit assourdissant. Boum! Tout le quartier fut plongé dans l'obscurité totale. Il ne restait plus aucune lumière, à part les lampes tactiques et les phares des véhicules russes. C'était mon terrain de jeu, la vision nocturne, le silence et le chaos. Les Russes étaient surpris. On entendait des jurons en russe dans leur radio. « On ne voit rien, on entre, soyez prudents. » Pendant qu'ils entraient par la porte principale, nous sommes sortis par la rampe de chargement arrière, nous glissant dans l'obscurité. Mais ma voiture, la Clio grise, était restée à l'avant. Il nous était impossible de l'atteindre. « Tu as un véhicule ?» ai-je chuchoté. Glitch a pointé du doigt un coin dans l'obscurité, une vieille camionnette de livraison recouverte d'une bâche. « Elle n'est pas rapide, a-t-il dit. Mais elle est blindée, enfin, blindée artisanalement. » Nous sommes montés dans la camionnette. Glitch a voulu prendre le volant, mais je l'ai poussé sur le côté. Je conduis. Toi, ouvre la voie. Lorsque j'ai tourné la clé de contact, le moteur a toussé avant de démarrer. Ce bruit a rompu le silence. « Ils sont là !» ai-je entendu quelqu'un crier. Des projecteurs se sont braqués sur nous, puis les balles. Le bruit des balles qui frappèrent la carrosserie du minibus ressemblait à une pluie battante. Glitch avait raison. Il avait posé des plaques d'acier à l'intérieur des panneaux. Les balles ne pénétraient pas à l'intérieur, mais leur bruit suffisait à rendre fou. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Le minibus a bondi lourdement. Nous avons enfoncé la porte en fer rouillé de l'usine et nous nous sommes précipités dans la rue. 2 SUV noirs sont apparus derrière nous. Les requins avaient senti l'odeur du sang. Une course mortelle commença dans les rues de Lyon, en pleine nuit. Cette fois-ci, les tactiques de fuite ne fonctionnaient pas. Ce véhicule était lourd. Nous devions gagner non pas par la vitesse, mais par l'intelligence. « Glitch !» criai-je. « Les feux de circulation. Peux-tu te connecter au système de signalisation de la ville ?»« J'essaie. Le système n'est pas très sécurisé, mais... »« À ce carrefour !» ai-je crié en montrant les 4 voies devant nous.
Donne-nous le feu vert, donne-leur le feu rouge. Laisse passer le trafic venant de l'autre direction. À 100 mètres du carrefour, Glitch appuya sur le bouton. Notre voie passa au vert. Je passai sans ralentir. Mais dès que les SUV derrière nous entrèrent dans le carrefour, un camion venant de la route secondaire s'engouffra à toute vitesse, pensant que le feu était vert. Crac! La scène que je vis dans le rétroviseur était horrible. Le camion avait percuté le SUV devant et bloqué complètement la route. Un amas de métal, de la fumée et des klaxons. Bon sang, a dit Glitch en regardant derrière lui. On a vraiment fait ça? Ne te réjouis pas trop vite, ai-je répondu en serrant fermement le volant. L'un d'entre eux est parti, mais les autres sont peut-être toujours à nos trousses. Et pire encore, ils connaissent désormais notre visage et notre véhicule. Nous avons quitté la ville. Je pris la direction du sud, vers Marseille. Pourquoi Marseille? Parce que la mer était ma maison. Il était difficile de brouiller nos traces sur terre, mais en mer, la mer offrait des milliers de cachettes. Marco, un ancien camarade de la marine, sous-officier à la retraite, avait un chantier naval dans un coin reculé du port de Marseille. Nous pouvions nous y réfugier. Nous n'avons pas parlé pendant le trajet. À mesure que l'adrénaline retombait, elle laissait place à une profonde fatigue et à la peur. Glitch, blotti contre l'ordinateur qu'il tenait dans ses bras, tremblait comme un enfant. « Hélène, dit-il doucement, l'homme dans le camion. Est-il mort ?» Je ne répondis pas. Il était probablement mort ou gravement blessé. Ma vengeance avait commencé à faire souffrir des innocents. Ce poids pesait sur mes épaules. Les péchés de mon père devenaient les miens. Quand on se fixe un objectif, on ne voit parfois pas les dégâts autour de soi. C'est ce qu'on appelle le tunnel de vision. Hélène s'interroge actuellement sur le prix de la victoire. Avez-vous déjà brisé le cœur ou fait du mal à une personne innocente dans une cause que vous estimiez juste? La victoire en valait-elle la peine? J'attends vos réponses sincères. Nous sommes arrivés à Marseille au petit matin. Lorsque l'odeur salée du port, mêlée à celle du poisson et du mazout, m'a envahi les narines, je me suis un peu détendue. Nous sommes entrés dans l'atelier de Marco. Marco nous a accueillis sans poser de questions. C'est ainsi que fonctionne la fraternité des marins. Démonte le minibus, ai-je dit à Marco. Détruis-le. Nous avons besoin d'un bateau propre, petit, mais capable de résister en pleine mer. Glitch s'est endormi dans un coin. Quant à moi, j'étais assise sur le pont du bateau à regarder l'horizon. J'avais mon téléphone à la main. Mon compte affichait 2 millions d'euros. Mais je n'étais plus Hélène Moreau. J'étais une fugitive, une criminelle. J'avais détruit ma famille. Mon père était en prison, ou sur le point de l'être. Ma mère était déshonorée. J'avais récupéré mon argent. Mais avais-je récupéré ma vie? Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché. Silence, puis une voix familière, très familière. « Bonjour Hélène ?» C'était Antoine, mon ex-mari, mais sa voix ne semblait ni repentante ni triste. Elle semblait effrayée. « Hélène, il y a quelqu'un avec moi. Il veut te parler. » Le téléphone changea de main. Cette fois, la voix que j'entendis était accentuée, grave et autoritaire. Ce n'était pas celle du hacker russe, celle du fantôme. C'était une voix plus âgée. Mademoiselle Moreau, dit l'homme, les petits jeux de votre père et votre vol nous ont causé beaucoup d'ennuis. Un fagot 2 millions d'euros. C'est de la petite monnaie pour nous. Que voulez-vous? Ai-je demandé. Je me fiche de l'argent, a répondu l'homme. Mais ce carnet, le carnet que vous avez pris dans le coffre-fort de votre père ne contient pas seulement nos comptes. Il contient des noms qui pourraient faire tomber le gouvernement français. Bah, mon sang s'est glacé. Je n'avais examiné le carnet que pour les transferts d'argent. Les autres pages... Votre mari a poursuivi l'homme. Il est à genoux en train de pleurer. Si vous ne nous apportez pas ce carnet, nous le tuerons, puis votre mère, puis votre petit hacker d'amis. J'entendis Antoine sangloter derrière moi. Hélène, ne fais pas ça! Hélène, aide-moi! Le téléphone se coupa. Je regardai le téléphone dans ma main. Antoine, l'homme qui m'avait trompé, humilié, trahi, sa vie était désormais entre mes mains. Laisse-le mourir, me dit une voix intérieure. Il le mérite. Mais ensuite, je pensai à ma mère, et à Glitch, qui dormait à mes côtés, et au carnet. Je sortis le carnet noir de mon sac. Ce carnet n'était plus un instrument de vengeance. Ce carnet était une bombe nucléaire. Dans le vieux port de Marseille, dans la cabine du bateau de Marco, je regardais le carnet noir que je tenais dans mes mains.
Ce carnet n'était plus le registre des pots de vin de mon père. Ce carnet était un rapport d'autopsie qui révélait toute la pourriture qui rongeait les entrailles de la République française. Au fur et à mesure que je tournais les pages, les yeux de Glitch s'écarquillaient. « Hélène », dit-il en déglutissant, « le nom qui figure ici, c'est le chef de cabinet du ministre de la Défense. Et celui-là, n'est-ce pas le banquier qui s'est suicidé l'année dernière? Il n'y a pas que de l'argent dans ce carnet, il y a du sang. » Je comprenais maintenant pourquoi les Russes, c'est-à-dire le fantôme, étaient si furieux. Ils ne voulaient pas seulement récupérer leur argent, ils voulaient protéger les secrets de leurs clients. Si ce carnet était divulgué à la presse, le gouvernement tomberait. Cela pourrait même déclencher une guerre civile. Je pris le téléphone. La voix pleurnicharde d'Antoine résonnait dans mes oreilles. Devais-je le sauver? Cet homme qui m'avait trahi, qui avait brisé ma fierté? Oui, je devais le sauver, parce que je n'étais pas comme eux. Je n'étais pas un assassin, et surtout ma mère. Quelle que soit sa culpabilité, je ne pouvais pas laisser ces hommes la tuer. « J'ai un plan », ai-je dit à Glitch. « Nous allons négocier avec eux. »« Tu es fou ?» a répondu Glitch. « Si tu leur donnes le carnet, ils te tueront sur place. Ce carnet est ta seule assurance. »« Je sais », ai-je répondu en sortant une clé USB cryptée de mon sac. « C'est pourquoi nous leur donnerons le carnet, mais pas son contenu. » Dans la vie, on se retrouve parfois acculé, avec un seul atout en main. Faut-il le jouer immédiatement ou bluffer pour en augmenter la valeur? Hélène joue actuellement le pari de sa vie. Avez-vous déjà renversé la situation en votre faveur grâce à un gros bluff alors que vous étiez sur le point de perdre? Racontez dans les commentaires le coup que vous avez joué au moment où vous pensiez que tout était fini. Glitch a travaillé toute la nuit. Nous avons scanné chaque page du carnet et nous avons mis en place un système que nous avons appelé la guillotine numérique. Le système était simple. Si je ne saisissais pas un code spécial à intervalles réguliers, tout le contenu du carnet serait automatiquement envoyé par email au Monde, au Guardian, au New York Times et à Wikileaks. C'était mon assurance vie. Si je mourais, les secrets seraient révélés. À midi, j'ai rappelé ce numéro. « Je vous écoute », a dit cette voix grave. « J'ai le carnet », ai-je dit. « Nous allons faire un échange, mais à mes conditions. »« Quelles sont vos conditions, jeune fille ?»« Marseille, la terrasse du musée Muchem, ouvert au public, bondé, à 18h. Je viendrai seule. Vous amènerez Antoine à été ma mère. » L'homme a ri. « Et si vous ne venez pas ? » « Si je ne viens pas, ai-je dit d'une voix plus ferme, demain matin, en buvant votre café, vous lirez dans le journal que votre ministre a démissionné de. » J'ai mis en place une clé mortuaire. Si je meurs, le monde entier lira ce carnet. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Il évaluait la gravité de ma menace. « D'accord, dit-il, à 18h. Si tu fais un faux pas, je vais étaler la tête de ton mari sur le beau sol du musée. » Il est 17h40. Je passe entre les murs modernes en béton sculptés du musée Mucem et sors sur la terrasse. Le vent de la Méditerranée souffle dans mes cheveux. Il y avait plein de touristes, des gens qui prenaient des selfies, des enfants qui mangeaient des glaces. Personne ne se doutait du marché mortel qui allait se conclure ici dans quelques instants. Glitch m'observait depuis les remparts du fort Saint-Jean, en face du musée, avec ses jumelles et sa tablette. C'était lui, mon tireur d'élite. Mais sa balle n'était pas en plomb, c'était la touche entrée. À 18h pile, j'ai vu la foule se diviser en deux. 3 hommes. Antoine était au milieu, il était méconnaissable. Son visage était couvert de bleu, sa lèvre était fendue. Sa chemise coûteuse était maculée de sang et de saleté. Quand il m'a vue, j'ai lu dans ses yeux une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Une pure gratitude. « Hélène » a-t-il gémi. Le chef des hommes était celui qui avait parlé au téléphone. Un costume gris, des lunettes de soleil, le look typique d'un agent secret mafieux. Il s'est approché de moi. « Le carnet » a-t-il dit en tendant la main. « Eux d'abord » ai-je répondu en désignant Antoine et ma mère, assises sur un banc, derrière lui, terrifiés, surveillés par 2 hommes. Ma mère s'était mise à pleurer en me voyant, mais elle ne faisait pas de bruit. L'homme fit un signe. Ils poussèrent Antoine. Antoine tituba et tomba à côté de moi, s'agrippant à mes jambes. « Pardonne-moi, Hélène, je te jure que je ne savais pas à ce point. »« Lève-toi, dis-je d'une voix glaciale, et passe derrière moi, ce n'est pas le moment. » Je sortis le carnet noir de mon sac. Les yeux de l'homme s'illuminèrent. « C'est judicieux, dit-il.
Mais tu devras résilier ton assurance. Non, répondis-je, l'assurance restera en vigueur. Vous prendrez le carnet. Mais si vous nous suivez, moi, ma famille ou Glitch, le délai expirera et je ferai exploser la bombe. Vous resterez loin de nous, pour toujours. L'homme prit le carnet. Il le feuilleta rapidement. Il vérifia qu'il était authentique. Puis il me regarda. Il retira ses lunettes. Ses yeux étaient aussi froids que ceux d'un poisson mort. Vous pensez avoir gagné, mademoiselle Moreau, mais il n'y a pas de gagnant dans ce jeu. Il n'y a que des survivants. Vous pouvez nous échapper, mais vous ne pourrez jamais oublier ce que vous avez vu dans ce carnet. Vous êtes désormais marqué. Il se retourna. Il fit signe à ses hommes. Ils relâchèrent ma mère. Elle courut vers nous, mais ce n'est pas Antoine qu'elle voulut embrasser, mais moi. Je reculai. Ne me touche pas, lui dis-je. À cet instant, je vis la détresse dans les yeux de ma mère, la perte d'argent, la perte de réputation. Rien ne lui faisait plus mal que le regard dégoûté de sa fille. Les hommes se sont fondus dans la foule et sont partis. Le danger était passé, du moins pour l'instant. Glitch a parlé dans l'oreillette. C'est bon, Hélène, ils partent, personne ne les suit. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai respiré l'odeur de la mer. Antoine pleurait par terre, ma mère tremblait. Je les ai regardés. Ces deux personnes qui avaient autrefois été au centre de ma vie me semblaient désormais si petites, si impuissantes. J'avais pris ma revanche. En les sauvant, je leur avais infligé la plus grande punition possible. Ils me devaient de la vie. Partez, ai-je dit. Allez voir la police, rendez-vous, faites ce que vous voulez, mais ne croisez plus jamais mon chemin. Je me suis retournée et j'ai commencé à marcher. Hélène, a crié Antoine. Où vas-tu? Je ne m'arrêtai pas. Je ne répondis pas. Où allais-je? Rencontrer Glitch. Parce que nous avions 1,2 million d'euros, une assurance numérique et plus aucune racine qui nous retenait. Le monde était vaste et nous étions suffisamment morts pour commencer une nouvelle vie. Mais l'histoire ne s'arrêterait pas là. Comme l'avait dit l'homme, j'étais marquée. Et je savais que les forces profondes de l'État ne me laisseraient jamais complètement tranquille. J'avais besoin d'une nouvelle identité et d'un nouveau plan. Quand un homme est-il vraiment libre? Quand il a 1,2 million d'euros sur son compte? Ou quand il a échappé aux tueurs qui le poursuivaient? Non. Pendant les 3 semaines qui ont suivi notre départ de Marseille, Glitch et moi avons mené une vie discrète sur les côtes italiennes. Nous avions de l'argent. Notre identité était secrète. Mais chaque fois que je me regardais dans le miroir, je voyais une fugitive. Et un officier de marine ne peut pas vivre en fugitif. L'honneur était plus important que l'argent pour moi. Quand j'ai dit à Glitch « Je rentre », il m'a regardée comme si j'étais folle. « Hélène, les Russes sont à nos trousses, l'État est à nos trousses. Si tu rentres à Paris, ils t'arrêteront à l'aéroport. »« Non, ai-je répondu. Ils ne m'arrêteront pas. Ils m'accueilleront. Parce que j'ai entre les mains quelque chose de plus puissant que toutes leurs armes. Il s'agissait du carnet noir et de la guillotine numérique. Ce n'était pas seulement un moyen de menace. C'était une invitation. Le jour où je suis revenue à Paris, je ne me suis pas cachée. J'ai envoyé un message directement au ministère français de la Défense, au bureau de l'amiral Valéry, chef des services de renseignement. Le message était simple. C'est l'heure du nettoyage. J'ai les dossiers, parlons-en. Le lieu de rendez-vous était un club privé au bord de la Seine, accessible uniquement aux officiers supérieurs. Quand je suis entrée, l'amiral était assis seul. Il n'y avait pas de garde autour de lui. C'était bon signe. Je me suis assis à sa table. « Capitaine, » a dit l'amiral avec plus d'admiration que de menace dans la voix, « vous nous avez donné beaucoup de travail. Il y a 3 mandats d'arrêt contre vous. Vol, effraction, atteinte à la sécurité nationale. Vous pouvez tous les effacer, amiral, ai-je répondu en posant la clé USB sur la table, car cette clé contient tous les taupes de l'organisation Ghost qui ont infiltré votre ministère, les flux financiers de la mafia russe et toutes les ventes d'armes illégales négociées par mon père. Je n'ai commis aucun crime. J'ai mené à bien une enquête interne que l'État n'était pas en mesure de mener. L'amiral sourit. À ce moment-là, j'ai compris qu'ils attendaient cela. Ils voulaient éliminer les brebis galeuses du système, mais ils avaient que les mains liées. Ma folie leur avait fourni le prétexte légal dont ils avaient besoin. « Quelles sont vos conditions ?» demanda-t-il. « Premièrement, dit-il, mon casier judiciaire sera effacé. Mon opération sera considérée comme une mission secrète. » D'accord. Deuxièmement, ma famille... Mon père et ses complices seront jugés avec la plus grande sévérité.
Mais dans cette affaire, je serai considérée comme une victime et un informateur. C'est déjà le cas, d'accord. Troisièmement, les biens de ma famille seront confisqués. Mais mon héritage volé, mes indemnités et ma maison, tout me sera restitué avec les intérêts légaux, y compris les 1,2 millions d'euros. L'amiral marqua une pause, puis il hocha la tête. L'État récompense ceux qui le servent. Nous ferons passer tout cela sous le couvert d'une indemnité de service et d'une prime d'informateur. À la table des négociations, le plus fort n'est pas celui qui a le plus d'argent, mais celui qui n'a pas peur de perdre. Je me suis assis à cette table en disant « tout ou rien ». Avez-vous déjà défendu votre valeur dans votre vie en vous basant sur vos propres critères plutôt que sur ceux des autres? Un entretien d'embauche, une relation ou une réunion de famille? Souvenez-vous du moment où vous avez dit « voici mes conditions » et partagez-le dans les commentaires. L'accord a été signé cette nuit-là. Le lendemain matin, la plus grande opération main propre de l'histoire de la France a commencé. Mon père, ma mère, le procureur monsieur, ces hommes d'affaires liés à la Russie, tous ont été arrêtés à l'aube chez eux. Quant à moi, je regardais les informations dans une maison sécurisée à Paris, une tasse de café à la main. La voix du présentateur était enthousiaste. Le célèbre homme d'affaires Jacques Moreau a été arrêté pour blanchiment d'argent international. On dit que la dénonciation vient d'un membre de la famille. J'ai vu ma mère menottée monter dans le fourgon de police. Elle n'avait pas son manteau de fourrure. Elle n'était pas maquillée. Il n'y avait qu'une femme âgée, effrayée et vaincue. Est-ce que j'ai eu mal au cœur? Non, parce que cette femme avait essayé de me voler mon honneur, et je n'avais fait que le récupérer. 2 semaines plus tard, la procédure judiciaire s'est achevée à une vitesse record. L'État a saisi tous les biens de mon père, mais conformément à l'accord conclu avec moi, ma part m'a été versée. Mon avocat Luc m'a remis un chèque. Le montant n'était pas de 1,2 millions d'euros. Avec les indemnités, les intérêts et la prime versée par l'État, il s'élevait à exactement 3 ou 5 millions d'euros. Et en plus, j'ai reçu une lettre officielle de la Marine. Madame le commandant Hélène Moreau, en raison de vos services exceptionnels, vous avez été promue et vous avez reçu la médaille du mérite. Madame et on m'a dit votre nouveau poste, commandement de la base principale de Toulon. Je n'étais pas une fugitive, je n'étais pas une criminelle, j'étais une héroïne, du moins sur le papier. Quant à Glitch, il a refusé de faire partie du système, il a pris sa part et a disparu. Je suppose qu'il est quelque part à Bali en ce moment, profitant du soleil. Je lui étais reconnaissant. Sans lui, je serais encore bien en train de pleurer dans cette Clio grise. Tout semblait fini, mais il me restait une dernière chose à faire, aller à Cassis dans ma maison vendue. Les nouveaux propriétaires avaient emménagé, mais grâce aux démarches effectuées au cadastre, j'avais la priorité pour récupérer la maison. En roulant sur la route côtière, je savais que je n'étais plus l'ancienne Hélène. Plus riche, oui. Plus forte, absolument. Mais aussi plus seule et plus dure. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. J'avais fini mon assiette. Il était maintenant temps de passer au dessert, ma nouvelle vie, alors que je roulais sur la légendaire route des Crêtes, sinueuse et dansant au bord du précipice, qui part de Marseille et mène à Cassis. Le soleil était zénith. Le soleil méditerranéen brillait comme s'il voulait brûler et évaporer non seulement la mer, mais aussi les dernières traces d'obscurité dans mon âme. Autrefois, quand j'étais encore la pure Hélène, chaque fois que je passais par là, j'avais l'estomac noué. Je serrais le volant, j'avais le souffle coupé, car cette route menait à ma maison. Mais cette maison n'était pas mon refuge, c'était ma prison. Quelle agitation m'attend aujourd'hui à la maison, me demandai-je. Les caprices incessants d'Antoine, ses regards accusateurs qui me disaient « Tu es encore en retard ?» Les critiques incessantes de ma mère, chaque dimanche au petit déjeuner, entre le cliquetis des couverts et le ton acerbe de sa voix. « Pourquoi tes cheveux sont-ils comme ça? Tu as pris du poids? Tu ne t'occupes pas assez de ton mari? » À l'époque, cette route me semblait être un couloir de torture, mais aujourd'hui, tout était différent. J'ai baissé les vitres de ma voiture à fond. Seul le doux ronronnement du moteur et l'odeur salée, algueuse, sauvage et libre de la Méditerranée emplissaient de l'habitacle. Le vent soufflait dans mes cheveux et je ne pouvais m'empêcher de sourire.
Ce n'était pas le sourire d'une folle, mais celui d'une esclave qui venait de briser ses chaînes et qui savourait le plaisir de respirer. Arrivé devant la maison, j'ai coupé le moteur et j'ai écouté le silence pendant un moment. Cette fameuse porte de jardin, mon regard a cherché la plaque en laiton qui y était accrochée depuis des années. La plaque sur laquelle était inscrit Famille Moreau, qui représentait un poids qui ne m'appartenait pas, avait été retirée. Il n'en restait même pas de traces sur le mur. À sa place, une plaque en argent brossé, simple, que j'avais commandée tôt le matin, avait été accrochée. Elle ne portait ni titre, ni signe de statut social. Seulement, dans sa forme la plus simple, H. Moreau, juste mon nom, sans et son épouse, sans et sa famille. Je n'avais plus personne à qui appartenir, juste moi. Et ce « moi » valait désormais une armée de 1000 hommes. J'ai inséré la clé dans la serrure. Ce clic métallique m'a semblé être une symphonie. Cette fois-ci, la porte ne s'est pas bloquée, elle s'est ouverte en glissant comme si elle était huilée. C'était comme si la maison savait que son propriétaire était de retour et lui obéissait. Lorsque j'ai ouvert la porte, l'intérieur était vide, un vide qui résonnait. Lors des démarches pour l'acte de propriété, j'avais demandé aux propriétaires intermédiaires qui avaient acheté la maison de me la rendre sans meubles. Les fauteuils en cuir épais qu'Antoine aimait tant et sur lesquels il s'affalait pour regarder les matchs avaient disparu. Les rideaux de velours lourd et sombre que ma mère avait achetés de force, prétextant qu'ils convenaient à la noblesse de la maison, avaient disparu. Les bibelots étouffants, les cadres remplis de faux souvenirs, tout avait disparu. La maison était nue, tout comme moi. Mais ce vide n'était ni effrayant ni triste. C'était la blancheur d'une toile, une toile immaculée sur laquelle je pouvais appliquer les couleurs de mon choix, que je pouvais salir et nettoyer à ma guise, une toile qui n'appartenait qu'à moi. Je suis entrée dans le salon. Le bruit sourd de mes talons sur le parquet résonnait sur les murs de la maison. « Je suis là », disait chacun de mes pas. Et cette fois, je suis là pour rester. J'ai traversé la pièce entièrement vitrée et je suis sortie sur la terrasse. Et là, cette vue magnifique, la mer turquoise, l'eau scintillant comme des diamants sous le soleil, les triangles blancs des voiliers au loin et les célèbres falaises blanches de Cassis. Tout était pareil, la nature était restée telle qu'elle était depuis des millions d'années. Mais en même temps, tout avait changé, car les yeux qui contemplaient désormais ce panorama n'étaient plus ceux de l'ancienne Hélène, naïve, qui disait « oui » à tout. Ses yeux étaient ceux d'une femme qui avait connu la trahison, qui avait touché le fond, qui avait vu les ténèbres et qui en était ressortie comme une prédatrice. J'ai sorti de mon sac une bouteille de Château Margaux, millésime 1996 que j'avais achetée dans une cave sur la route. Oui, je pouvais désormais acheter du vin sans regarder le prix, simplement parce que j'en avais envie. Ce luxe ne venait pas de l'argent lui-même, mais de la liberté de choix qu'il procurait. J'ai ouvert la bouteille, j'ai rempli mon verre en cristal de ce liquide couleur rubis, et je me suis assise sur le rebord en marbre de la terrasse. Lorsque j'ai pris ma première gorgée, tout ce que j'avais vécu au cours de cette période, c'est-à-dire au cours de la dernière année de ma vie, a défilé devant mes yeux comme un film. Le premier choc que j'ai vécu à mon retour de mission dans le port de Toulon. Le moment où la serrure de ma maison a été changée. La trahison pitoyable d'Antoine. Le mépris de ma mère qui m'a dit « Tu es veuve, tu ne sais pas protéger ton argent. » Puis mon réveil dans cette chambre d'hôtel. Cette nuit où je me suis dit « Je ne serai pas une victime ». Mes mains tremblantes en ouvrant le coffre-fort de mon père, mais ma détermination à ne pas abandonner. La peur de mourir dans les rues de Lyon, avec la mafia russe à nos trousses, dans ce minibus avec Glitch. Et à Marseille, ce grand bluff sur la terrasse du musée. Le fait d'avoir risqué ma vie pour sauver Antoine et ma mère, ces gens qui m'avaient poignardé dans le dos. Je me suis souvenue de tout, chaque scène. Mais elles ne me faisaient plus souffrir. Mes anciennes blessures sanglantes brillaient désormais dans mon âme comme des médailles. Elles étaient les traces de mes combats. Et je les portais avec fierté. Je n'ai pas regardé les informations, je n'ai même pas pris mon téléphone, mais je savais. Mon père Jacques et ma mère Marie, ce couple modèle de la société lyonnaise, étaient probablement assis sur des lits de camp métalliques, entre les murs froids et humides de la prison de Fresnes. Ils passaient leur journée à se rejeter la faute, à se dire « c'est de ta faute ». Les bals somptueux, les faux sourires, tout cela était fini. Antoine, pauvre Antoine,
Probablement sans le sou, dans une chambre d'hôtel bon marché dans les ruelles de Marseille, il regrettait le bon vieux temps et pleurait peut-être en regardant ma photo. Je n'avais pas pitié d'eux. Il ne restait en moi ni pitié ni haine. La seule chose que je ressentais pour eux était ce souvenir terne que l'on éprouve en regardant une vieille cicatrice refermée depuis longtemps. Ils étaient là. Ils avaient fait partie de ma vie. Ils avaient existé, mais ils ne me faisaient plus souffrir. Ils appartenaient au passé. Moi, j'appartenais à l'avenir. À ce moment-là, mon téléphone a vibré. Je l'ai sorti de ma poche. Un numéro inconnu, une ligne longue, complexe, cryptée. Mais le style du message m'a permis de comprendre immédiatement de qui il s'agissait. Il n'y avait qu'un seul emoji à l'écran, un verre à cocktail. Et en dessous, une coordonnée. Bali, Indonésie, falaise d'Uluwatu. J'ai souri malgré moi. Glitch? Mon partenaire fou et génial. Il vivait sa vie. Peut-être qu'un jour, à l'autre bout du monde, nos chemins se croiseraient à nouveau lors d'une crise inattendue. Mais pour l'instant, chacun devait suivre son propre chemin. Lui avec ses vagues, moi avec ma mère. Et moi, qu'allais-je faire? Allais-je vieillir seule dans cette grande maison, un verre à la main? Allais-je prendre ma retraite avec 3 ou 5 millions d'euros et le grade de Padale Major qui brillait sur ma poitrine? Non, ce n'était pas pour moi. J'étais une guerrière. Et la guerre n'était pas terminée. Seul le front avait changé. Cette histoire, ce cauchemar que j'avais vécu, m'avait appris une chose de manière très douloureuse. Il y avait des millions de femmes comme moi, pas seulement en France, mais partout dans le monde. Des femmes réduites au silence par le dicton « c'est un homme, il fait ce qu'il veut », opprimées par « c'est ton mari, tu dois t'en accommoder », privées de leurs biens, de leur travail et de leurs rêves par « tu es veuve, tu ne sais pas gérer ton argent, tu n'as pas assez d'esprit ». Des femmes exploitées et isolées par leur famille sous prétexte de préserver l'unité sacrée de la famille. Elles n'avaient pas de glitch. Elles n'avaient pas de carte d'accès au ministère de la Défense, ni de grade leur permettant de taper du poing sur la table. Mais moi, maintenant, j'avais tout cela, et je n'allais pas utiliser ce pouvoir uniquement pour moi-même. Avec mon avocat Luc, mon vieil ami, mon fidèle Pitbull, nous avons lancé un nouveau projet à Paris la semaine dernière. Les signatures officielles ont été apposées. Fondation Moreau. Non, ce n'est pas comme cette fausse fondation caritative prétentieuse avec laquelle ma mère escroquait les gens. Cette fondation serait un véritable quartier général de guerre. Elle offrirait non seulement un soutien psychologique, mais aussi un soutien stratégique aux femmes victimes de violences financières, spoliées de leur héritage, acculées dans une procédure de divorce. Les meilleurs avocats, les meilleurs conseillers financiers et, si nécessaire, des amis au talent particulier, comme Glitch pour le renseignement. Je transformerai l'enfer que j'avais vécu en une feuille de route pour les autres. Je leur apprendrai à ne pas être des victimes, mais des chasseuses, à ne pas pleurer, mais à demander des comptes. J'ai investi une grande partie de mon argent dans cette fondation, car j'ai compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans le montant de votre compte en banque, mais dans le nombre de femmes dont vous pouvez changer la vie et le destin grâce à cet argent. Je me suis levée, le vent soulevant ma jupe, j'ai levé mon verre vers le soleil. La couleur rubis foncé du vin brillait comme du sang, comme la vie, dans la lumière du soleil. « À ta santé, Hélène », me suis-je dit, ma voix se confondant avec le vent. Non pas pour avoir survécu à la tempête, mais pour avoir appris à être la tempête. Et voilà, c'est la fin de l'histoire, ou peut-être seulement le véritable début. Nous, les humains, lorsque nous nous relevons après être tombés, nous secouons la poussière de nos vêtements, pensons nos blessures et demandons « Et maintenant, que va-t-il se passer ?» L'histoire d'Hélène s'arrête peut-être ici, mais votre histoire, votre combat continue. Y a-t-il dans votre vie un chapitre poussiéreux et douloureux que vous souhaitez définitivement clore, et une page blanche et immaculée que vous souhaitez ouvrir? Si oui, laissez dans les commentaires la première phrase, la première règle que vous écrirez sur cette nouvelle page. Peut-être que cette phrase sera le premier coup de tonnerre de votre propre tempête silencieuse. Je veux entendre votre voix. Alors que le soleil se couchait lentement sur la mer, l'horizon se teinta de rouge. Je ressentis en moi une paix profonde et inébranlable que je n'avais jamais connue auparavant. Je ne regarderai plus en arrière. Le rétroviseur était brisé, les fantômes du passé étaient restés là-bas. Il n'y avait plus que le pare-brise. Et la vue était magnifique.